Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette session live pour aborder avec vous donc le rôle que l'on peut avoir au comptoir face aux patients qui sont atteints de pathologies pulmonaires, d'asthme ou de BPCO par exemple, et qui vont utiliser des inhalateurs pour leur traitement. Alors pour ce live, plusieurs objectifs. On va revoir ensemble assez rapidement la liste des différents médicaments qui sont indiqués dans l'asthme et la BPCO. Revoir comment on traite ces pathologies-là et la place de chacune de ces thérapeutiques dans ces deux pathologies qu'on va comparer pour commencer. Et puis on essaiera de voir ensuite quelles sont les modalités pour prendre en charge les patients traités par ces médicaments par voie inhalée, notamment comment on peut évaluer le contrôle de la pathologie, l'asthme en particulier, vérifier comment le patient utilise ces dispositifs et également quelques conseils qu'on peut lui donner au comptoir pour améliorer et optimiser sa prise en charge. Alors, pour commencer, juste une définition de l'asthme, qui est une pathologie, on va dire, inflammatoire, c'est un mot important pour comprendre le traitement, une inflammation qui est chronique, là aussi, un mot important pour expliquer que le traitement sera lui aussi chronique au niveau des voies aériennes, vous le savez, qui est associé à une hyperréactivité bronchique, cet asthme, qui va donc conduire à des périodes d'épisodes répétés de sibilance, de gêne respiratoire, de sifflement et de toux. C'est ce qu'on appelle la crise d'asthme, qui apparaît à certains moments de manière plus ou moins fréquente, essentiellement la nuit ou au réveil, parfois également en journée en fonction des facteurs déclenchants. Donc cet asthme est associé à cette crise à un trouble de la ventilation qui sera réversible, notamment avec un traitement bronchodilatateur comme la ventoline que vous connaissez bien. La BPCO, par opposition, va être une autre pathologie respiratoire qui va entraîner là aussi des symptômes, mais qui sont beaucoup plus chroniques. D'ailleurs, le C, bronchopneumopathie chronique obstructive, montre bien qu'il va y avoir des symptômes de manière chronique et pas uniquement sur des crises comme on le connaît dans l'asthme, avec une toux, avec des expectorations, avec un essoufflement notamment pour faire des efforts, voire des infections qui peuvent s'ajouter chez les patients atteints de BPCO. Alors, il peut y avoir des exacerbations, des phases plus aiguës de cette BPCO avec un trouble obstructif qui est là non réversible. C'est une différence majeure avec l'asthme. Malgré la prise d'un bronchodilatateur d'action rapide, malheureusement, l'effet sera beaucoup moins important qu'il ne peut l'être avec l'asthme, où on peut totalement réverser les symptômes. Donc de plus en plus de patients souffrent de BPCO. On considère qu'il y aura jusqu'à 10% de la population de plus de 45 ans avec donc une forte prévalence et que ça va devenir la troisième ou quatrième cause de mortalité d'ici à 2030. Donc bien sûr une prise en charge qui va être de plus en plus fréquente et importante de cette BPCO. Le contexte essentiel, c'est le tabagisme qu'on retrouve chez un grand nombre de patients. C'est une des conséquences importantes du tabagisme, en dehors des complications cardiovasculaires ou des cancers bronchiques, par exemple. Cette BPCO qui survient chez un grand nombre de patients qui ont pu fumer. Le deuxième contexte bien en dessous du tabagisme, ça va être les expositions professionnelles, par exemple par des pesticides auprès des agriculteurs, par exemple. Alors si on compare l'asthme et la BPCO, pour essayer de les dissocier, déjà c'est un point important, puisqu'au comptoir, quand vous avez des ordonnances destinées à des patients qui comprennent des inhalateurs, associations corticoïdes, agonistes bêta-2 par exemple, de la ventoline, on ne sait jamais trop si c'est pour une BPCO et un asthme, et c'est quand même important de savoir, parce que les conseils ne sont pas tout à fait les mêmes, et le suivi des patients non plus. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'asthme, c'est plutôt une pathologie du sujet jeune, avant 20 ans, lorsque la maladie apparaît. Au contraire, le BPCO, plutôt d'une personne plus âgée, puisqu'il faut qu'il y ait une exposition au tabagisme, à des pesticides ou à autres, pour qu'il y ait eu des lésions au niveau pulmonaire qui soient responsables de cette pathologie. Donc le tabagisme est quasiment toujours présent dans la BPCO, c'est possible, mais c'est moins systématique dans l'asthme.
On trouve à l'inverse un terrain atopique hein, dans la pathologie asthmatique, des allergies à différents éléments, par exemple au pollen ou à la poussière. Rarement dans la BPCO, il n'y a pas forcément de lien entre le terrain atopique et cette BPCO. Un facteur important pour les distinguer, hein, c'est que l'asthme apparaît vraiment par crise qui se résorbe avec des traitements, alors que la BPCO sera persistante hein, malgré les traitements, même s'ils peuvent améliorer un petit peu les symptômes. On va retrouver une toux fréquente dans la BPCO, beaucoup moins fréquente dans l'asthme, du moins uniquement lors des symptômes, ce qui fait que l'obstruction respiratoire hein, sera réversible dans l'asthme et variable et permanente et progressive, c'est-à-dire qu'elle va s'aggraver avec l'âge dans la BPCO. Les essoufflements nocturnes avec les sifflements, ce fameux sibilant qu'on peut entendre, hein, seront fréquents dans l'asthme et peu fréquents dans la BPCO. Le déclenchement des symptômes également est intéressant puisque pour l'asthme, il faut qu'il y ait un facteur déclenchant. Ça peut être par exemple un exercice, hein, un effort, ça peut être des allergènes, on l'évoquait, ou de la poussière de maison. Alors que dans la BPCO, c'est souvent une infection bronchique hein, qui peut précéder cette BPCO. Les symptômes sont continus dans la BPCO, on le disait, ils sont permanents, alors qu'ils seront plutôt retrouvés la nuit ou tôt le matin dans l'asthme. Et pour terminer, dernière grande différence, c'est l'effet des traitements de secours, hein, Ventoline en particulier, qui améliore rapidement la crise d'asthme et qui aura que malheureusement peu d'effet dans la BPCO. Alors bien sûr, il faut aussi toujours avoir en tête qu'une association est possible et un patient qui a été asthmatique hein, peut aussi déclencher en plus une BPCO, par exemple s'il a fumé au cours de son asthme. Donc les deux terrains ne sont pas incompatibles et les deux pathologies peuvent être présentes simultanément. Alors on va voir de manière voilà, assez rapide, hein, vous pourrez retrouver plus en détail des informations sur la formation, bien sûr si vous la suivez par la suite. Ce que l'on peut déjà commencer par distinguer sur les traitements retrouvés dans l'asthme et la BPCO, c'est que certains traitements seront des traitements de fond, hein, qui seront pris en permanence, d'autres sont des traitements de crise, de secours, utilisés lorsqu'apparaissent les symptômes. Parmi ces traitements, on va voir qu'ils ont deux grands mécanismes. D'une part, des traitements anti-inflammatoires. On a dit l'asthme, c'est avant tout une pathologie qui est inflammatoire. Et donc l'idée, c'est évidemment de calmer l'inflammation pour éviter que des crises ne se déclenchent. Et puis des traitements qui vont agir sur la bronchoconstriction, le resserrement des bronches, pour au contraire les dilater et favoriser le flux de l'air à travers les bronches. Donc on va voir ces différents traitements. Vous voyez que certains d'entre eux n'agissent que sur l'inflammation, d'autres que sur la bronchodilatation, certains sur les deux. Hein, par exemple, les xanthines vont agir sur les deux composantes. Certains traitements sont plus des traitements de fond, ceux qui sont en bleu, hein, comme par exemple les chromones, les biothérapies, les antileucotriènes. D'autres seront des traitements de crise avant tout, comme les agonistes bêta-2, et d'autres seront un peu les deux. On verra qu'on peut les utiliser à la fois en fond et en traitement de crise. Donc vous voyez un panorama voilà, assez global des différentes thérapeutiques que l'on retrouve. Alors commençons par la célèbre Ventoline et les bien connus agonistes bêta-2 à action rapide, hein, qu'on utilise par inhalation, et l'incontournable salbutamol, avec donc la Ventoline qui est le plus utilisée aujourd'hui sous forme d'aérosol doseur. Donc on voit qu'il y a différents dispositifs qui existent, donc soit l'aérosol doseur classique comme la Ventoline, on a d'autres systèmes avec des aérosols autodéclenchés comme Aeromir. Vous voyez, on a des systèmes poudre également qui existent hein, sous formes diverses, notamment avec Novolyseur ici, qui est la ventilastine Novolyseur, des systèmes aussi turbualeurs avec le Bricanil, c'est la tarbutaline, mais c'est aussi un agoniste bêta-2 action rapide, et d'autres systèmes comme dans Bronchodual par exemple. Donc on voit déjà qu'il y a une sorte de code couleur hein, où tous ces systèmes de secours agonistes bêta-2 à action rapide sont tagués
en bleu. Hein, vous voyez cette couleur qui ressort pour tous les dispositifs, qui fait penser que c'est un traitement de secours à action rapide agoniste bêta-2. Alors on peut aussi utiliser le salbutamol en nébulisation dans les cas d'asthme aigu grave, hein, dans des crises qui sont importantes, de manière récurrente, 3 fois par heure par exemple, hein, pour calmer une crise qui ne passerait pas par un dispositif classique par aérosol doseur. Alors ces médicaments, vous voyez les différentes doses, on les retrouve, ces mêmes agonistes bêta-2, cette fois à longue durée d'action. Donc là, c'est plus le salbutamol, ce sera le salmétérol, le formoterol, le vilanterol ou d'autres. Hein. Vous voyez là aussi différents dispositifs. Les couleurs sont un tout petit peu différentes puisque on va être plutôt sur du vert, bleu parfois encore, mais surtout sur du vert. Donc, dit longue durée d'action, dit plutôt traitement de fond et non plus traitement de crise, à la fois dans l'asthme ou dans la BPCO. Et d'ailleurs, ces agonistes bêta-2 hein, seront plutôt des traitements de la BPCO, puisqu'ils sont des bronchodilatateurs. Et dans la BPCO, il y a au contraire des bronches qui sont trop resserrées. On peut les utiliser dans l'asthme, mais jamais en monothérapie, toujours en association avec un anti-inflammatoire, parce que l'asthme, ça reste une pathologie inflammatoire et que, eh bien, il faut avant tout traiter cette inflammation pour prévenir la crise d'asthme. Donc, à la différence des précédents qui sont actifs en quelques minutes et leur effet va durer voilà, quelques heures, ici, la durée d'action sera beaucoup plus longue compte tenu du fait que ce soit un traitement de fond et plus un traitement de crise. On en arrive aux corticoïdes d'abord par voie orale, alors qui n'ont pas une place très répandue hein, dans ces pathologies pneumologiques, mais qui sont quand même très importants. Donc on va trouver par exemple la bétaméthasone, la dexaméthasone ou la prénisone ou prénisolone, donc des traitements oraux, différentes spécialités que vous connaissez bien, que vous manipulez tous les jours dans vos officines. La place des corticoïdes oraux, elle est intéressante parce que ça va concerner les cas d'exacerbation sévère, c'est-à-dire qu'une crise d'asthme grave qui ne cède pas avec un traitement classique, qui va se répercuter sur plusieurs jours, elle va être traitée par des corticoïdes oraux hein, pendant quelques jours, le temps que le patient soit à nouveau stabilisé. On peut l'utiliser parfois en traitement de fond, à faible dose, hein, en corticothérapie systématique, mais c'est beaucoup plus rare parce que ce traitement chronique génère des effets indésirables. Donc je vous ai mis les posologies ici pour avoir une indication. Vous savez que pour l'asthme aigu grave, c'est par voie intraveineuse, donc là ce sera surtout dans le secteur hospitalier, mais pour les exacerbations, ça va être 1 mg par kilo, hein, donc pour une personne de 70 kg, ce sera 70 mg par jour. On dépassera rarement 80 mg parce qu'après il y a quand même des effets indésirables qui peuvent survenir pendant 5 jours hein, en moyenne. Alors que pour le traitement de fond, c'est des doses beaucoup plus faibles, ce sera en moyenne 5 voire 10 mg par jour, mais pas plus, mais par contre sur des périodes beaucoup plus longues, avec là aussi des problèmes que ça peut poser, alors que même si on est sur des fortes doses sur 5 jours, hein, pour l'exacerbation, ça reste malgré tout des petites périodes hein, assez courtes, donc la tolérance est quand même meilleure pour les patients. Bien sûr, vous connaissez largement plus l'utilisation des corticoïdes dans l'asthme par voie inhalée, puisque ça fait partie du traitement de référence, de base, de première intention, du traitement de fond de l'asthme. Donc là, les deux molécules les plus utilisées sont la béclométhasone et le budesonide, avec là aussi différentes spécialités hein, qui sont indiquées sur l'écran, hein, que vous pouvez voir. On voit que le code couleur ici, c'est toujours assez spécifique hein, à toutes les spécialités. Ça tourne plus vers le rouge, parfois un peu marron, voire même parfois le noir pour le pulmicorde, mais c'est quand même voilà, assez différent des couleurs des traitements de crise qu'on a évoqués tout à l'heure, qui étaient plutôt bleus, voire verts pour les longues durées d'action. Ces corticoïdes, il faut savoir que c'est le traitement inflammatoire le plus efficace dans l'asthme persistant. Et donc, c'est vraiment important que tous les patients qui sont traités pour un asthme persistant soient traités par un corticoïde avant tout. Hein, c'est le minimum. Pourquoi? Parce qu'il a été montré qu'il réduit les symptômes. Donc ça, c'est intéressant. Qu'il réduise la fréquence des exacerbations, hein, ces crises graves qui se répètent, qui réduisent la mortalité par asthme. Et il y a chaque année 1000 à 2000 décès encore qui surviennent. Et donc, ces traitements permettent justement de prévenir la mortalité et de manière plus globale, améliorent la qualité de vie des patients asthmatiques, d'où l'intérêt qu'on peut avoir avec ces anti-asthmatiques.
On peut trouver, vous le savez, des associations fixes, corticoïdes inhalés et agonistes bêta-2 à longue durée d'action. Vous voyez quelques exemples ici qui apparaissent. Le code couleur, c'est plutôt rose-violet, hein, vous voyez, pour ces différentes spécialités. On trouve différents dosages, hein, vous le voyez bien, avec différents dispositifs, à la fois des aérosols doseurs, on va en reparler un peu plus tard, ou des systèmes poudres, comme par exemple Turbuhaler, Nexthaler, Easyhaler également, que l'on peut retrouver. Donc ces associations fixes, hein, corticoïdes orales et agonistes bêta-2, sont classiquement utilisées comme traitement de fond, hein, bithérapie, lorsque on considère que une monothérapie dans l'asthme par un corticoïde n'est pas suffisante. À ce moment-là, on va rajouter en plus un agoniste bêta-2. Et il faut savoir que certaines spécialités, celles qui sont notées ici en rose, hein, c'est-à-dire Innover, Formodual, Symbicort et Gibiter, pour certains dosages particuliers, pour certains dispositifs, sont également indiqués en traitement de crise. C'est-à-dire que dans ces cas-là, le patient a le même dispositif, le même traitement, la même composition en traitement de fond et en traitement de crise. Donc ça, c'est assez discuté, hein, notamment au niveau français, la même qui est européenne, où c'est pas toujours accepté, hein, par les pneumologues notamment, puisque le traitement sera efficace quand même moins rapidement, et ça induit aussi une confusion auprès du patient qui aura tendance à penser que son traitement, il ne doit le prendre que quand il a des symptômes. Or, le principe du traitement de l'asthme, c'est au contraire de prendre le traitement en permanence, comme c'est une inflammation chronique au niveau bronchique. L'idée, c'est de prendre le traitement en permanence pour prévenir, pour anticiper des crises. Et là, le risque, le fait de prendre le même traitement pour la crise et pour le traitement de fond, c'est que le patient ne prenne plus que pour la crise, ne comprenne pas qu'il soit important de prendre ce traitement de manière régulière, chronique, tous les jours pour prévenir les crises. Alors, voyons maintenant une autre classe que sont les anticholinergiques inhalés à courte durée d'action. La molécule, c'est l'ipratropium, donc qui a une place qui est assez réduite. On le trouve surtout en association, notamment en bronchodual, avec un agoniste bêta de longue durée d'action. Son indication, c'est vraiment le traitement symptomatique des asthmes aigus graves, hein, dans certaines situations où l'asthme vraiment n'arrive pas à être traité par un simple agoniste bêta-2 action rapide. Dans ces cas-là, on l'associe avec cette anticholinergique qui va avoir un effet bronchodilatateur très puissant, et on l'utilise en nébulisation essentiellement. Donc, comme c'est une anticholinergique, évidemment, on aura des effets indésirables à type de sécheresse des muqueuses qui sont parfois évidemment gênants, ces effets indésirables. On utilise aussi des longues durées d'action, essentiellement dans la BPCO, assez peu dans l'asthme, à part une spécialité qui est le Spiriva Respimat. Hein, toutes les autres ne sont indiquées que dans la BPCO et pas dans l'asthme. Hein. Vous voyez, c'est indiqué, que ce soit Spiriva sous le dispositif Andihaler par exemple, ou Spiolto, Cibri, Ultibro, Incruse, Anoro, etc. À chaque fois uniquement indiqué dans la BPCO. Pourquoi? Parce que ce sont avant tout ces anticholinergiques des bronchodilatateurs, et dans l'asthme, le but c'est pas de bronchodilater, hein, sauf pendant la crise, mais c'est avant tout de calmer l'inflammation pour empêcher les crises. Donc indication en grande majorité dans la BPCO, juste Respimat. Dans certains cas, on va le voir, où le traitement n'est pas suffisant, on peut rajouter le tiotropium, donc Spiriva, mais ça reste relativement rare, hein, puisqu'on considère que c'est uniquement dans le traitement bronchodilatateur additionnel chez les patients qui ont déjà un corticoïde, qui ont déjà un agoniste bêta-2, mais qui ne sont pas suffisants pour traiter les exacerbations sévères de l'asthme. Donc, indication préférentielle, vous voyez en bas, dans la BPCO. Et il existe maintenant des triples associations qui comprennent et un corticoïde, et un agoniste bêta-2 longue durée d'action, et un anticholinergique par voie inhalée. Donc par exemple Trimbo, Tridonis, Elebrato ou Enerzair, hein, qui comprennent voyez, un corticoïde, par exemple beclométasone ou fluticasone ou mométasone, l'agoniste bêta-2, formotérol, bilanterol, indacatérol, et l'anticholinergique comme le glycopyrronium ou l'imiclidinium. Donc ces spécialités qui sont uniquement indiquées dans la BPCO, sauf Enerzair dans l'asthme.
Alors, on va avoir d'autres classes qui ne sont pas forcément par voie inhalée, mais qui sont aussi indiquées dans le traitement du patient asthmatique, notamment les antagonistes des récepteurs leucotriènes, qui est le montelukast, ou singulaire, qui va bloquer ces récepteurs leucotriènes qui sont responsables de l'inflammation également. On trouve également des biothérapies de manière plus récente, quoique le Xolair, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il est sur le marché. Là, c'est l'omalizumab, bien ce suffixe mab à la fin qui indique que c'est un anticorps monoclonal, mab monoclonal antibody, qui sont des médicaments par voie injectable, puisque ce sont des anticorps, on ne peut pas les administrer par voie orale. Prescription réservée aux spécialistes, le renouvellement également, médicaments d'exception qui sont en conserve au réfrigérateur. Donc cet anticorps est dirigé contre des anticorps eux-mêmes IgE, qui sont des médiateurs de l'inflammation, ces IgE. Et donc en bloquant ces IgE, eh bien, ça va réduire la réaction inflammatoire, ce qui est intéressant dans l'asthme allergique. Donc on pourra utiliser ces médicaments chez les patients qui souffrent d'asthme allergique, chez qui on aura pu documenter des taux d'IgE total supérieurs à 30 jusqu'à 700 unités par millilitre et qui sont allergiques à un allergène annuel entraînant un asthme persistant sévère qui n'est pas contrôlé par les corticoïdes classiques et qui nécessite donc des traitements supplémentaires. On peut utiliser le Xolair à partir de 6 ans, par voie sous-cutanée. Donc, ce sont des seringues, donc c'est administré par un médecin ou par une infirmière toutes les 2 à 4 semaines, donc tous les 15 jours, tous les mois. Bon, comme tout médicament injectable, on retrouve des réactions au site d'injection qui peuvent être retrouvées dans certains cas, mais qui ne sont pas très graves. Donc, 2 dosages, vous savez, 75 et 150 mg. Une autre classe beaucoup plus récente de biothérapie qui sont les anticorps anti-interleukine 5, anti-IL5. Il y en a 3 sur le marché aujourd'hui, le Nucala, le Fasenra et le Syncairo, mais ce dernier, il est pour l'instant réservé au secteur hospitalier. Il doit prochainement sortir de la réserve hospitalière. Mais s'utilise sous forme d'injection, en perfusion intraveineuse, donc c'est pas très pratique en secteur de ville. Donc son mécanisme cette fois, c'est que ces anticorps, ils vont aller bloquer l'interleukine 5, qui est un médiateur là aussi de l'inflammation et qui en fait permet la survie et la prolifération des éosinophiles. Éosinophiles sont des médiateurs de l'inflammation et donc en bloquant l'interleukine 5, ça va empêcher la prolifération et la survie des éosinophiles et donc comme on va faire mourir les éosinophiles quelque part, ça va réduire la réaction inflammatoire. L'indication, c'est aussi un traitement additionnel de l'asthme sévère, réfractaire, qui présente des éosinophiles à un taux important, en l'occurrence supérieur à 300 par microlitre au cours des 12 derniers mois, chez des patients qui ont présenté des épisodes d'exacerbation de l'asthme et donc qui ont nécessité un traitement par corticoïde par voie orale, ce qui, on a vu, est assez limité, ou qui prennent au long cours un corticoïde oral pendant plus de 6 mois. Et donc, pour limiter justement le recours à ces corticoïdes, on va préférer cette biothérapie pour agir au niveau des éosinophiles. On peut utiliser à partir de 6 ans pour Nucala, comme précédemment, à partir de 18 ans pour les autres. Donc, vous voyez les posologies. Pour Nucala, ce sont des sous-cutanés administrés tous les mois. Et pour Fasenra, ce sont là aussi des sous-cutanés à faire tous les mois pendant les 3 premiers mois, puis ensuite tous les 2 mois, toutes les 8 semaines au cours des mois précédents, des mois suivants, pardon. Et à chaque fois, ce sera administré par un professionnel, puisque ce sont soit des solutions à reconstituer, soit des seringues pré-remplies, mais ce ne sont pas des stylos, donc c'est pas aussi simple que pour de l'insuline, par exemple, ou d'autres biothérapies dans la polyarthrite, par exemple, où là, le patient peut le faire lui-même. Ici, ce sont souvent des patients jeunes, à partir de 6 ans, et donc ce sera souvent fait par des professionnels pour garantir une bonne injection, puis pour surveiller aussi lors des premières injections les réactions qui pourraient survenir chez les patients. Dernier anticorps qui est commercialisé, c'est le Dupixent, dupilumab, un anticorps qui est anti-IL4 et IL13, qui était au départ indiqué dans d'autres indications, comme la dermatite atopique, et qui désormais a eu aussi une indication dans le traitement additionnel de l'asthme sévère, parce que ces interleukines, 4 et 13, présentent aussi un effet dans l'inflammation.
Donc vous voyez que c'est là aussi une seringue pré-remplie qui sera administrée par un professionnel, et comme pour les précédents, ce sont des médicaments à prescription initiale hospitalière réservés aux spécialistes, donc aux pneumologues. Également, le renouvellement doit se faire par un pneumologue, éventuellement par un pneumologue libéral, mais uniquement par les pneumologues. Les généralistes ne peuvent pas les prescrire. Médicaments d'exception, donc prescription sur les formulaires que vous connaissez, à conserver au réfrigérateur. L'injection là se fait tous les 15 jours, toujours par voie sous-cutanée. Alors pour finir, on va voir des classes qui sont plus très utilisées. On a parlé là à l'instant de biothérapie très innovante, très récente. Par opposition, on a encore des traitements sur le marché qui sont un peu désuets, comme par exemple la théophiline, qu'on n'utilise plus beaucoup, ce traitement qui était intéressant sur le papier, puisqu'il a à la fois un effet bronchodilatateur, donc il dilate les bronches, et en même temps anti-inflammatoire. Donc il a les deux composantes. Donc l'indication qui reste aujourd'hui, c'est le traitement additif de l'asthme persistant. Le problème majeur de cette théophiline notamment, c'est qu'elle génère beaucoup d'effets indésirables, qu'elle a une marge thérapeutique qui est assez étroite, et donc peu de différence entre un effet thérapeutique et un effet toxique. Donc c'est pour ça, en plus elle génère pas mal d'interactions médicamenteuses, et donc c'est pour ça qu'on y a de moins en moins recours aujourd'hui, et qu'on a fait plus appel aux traitements plus efficaces comme les corticoïdes, et si nécessaire aux biothérapies qu'on vient de parler. Donc, pour récapituler le traitement de crise de l'asthme, on va avoir recours aux agonistes bêta-2 à action rapide. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, qu'on renouvellera autant de fois que nécessaire. Ça, c'est quand même important à avoir en tête. Il n'y a pas de dose maximale pour le salbutamol. Tant que le patient a des symptômes, il faut renouveler le traitement. Qu'on associera à ces agonistes bêta-2 éventuellement des corticoïdes péros. On a dit 1 à 2 mg par kilo, en fonction du poids des patients, donc, si les crises se renouvellent sous forme d'exacerbation sur plusieurs jours. Si le traitement est efficace, le patient continue son traitement de fond. S'il n'est pas efficace, évidemment, il est important de contacter les secours pour une prise en charge appropriée par des nébulisations, par exemple, avec ces traitements qui seront encore plus efficaces. Alors pour la prise en charge chronique, en fait, elle fait appel à ce cercle vertueux, ce cycle que vous voyez qui est renouvelé en permanence, où on va évaluer la situation, évaluer le diagnostic au départ, le contrôle des symptômes, les facteurs de risque, si le patient utilise bien son traitement selon l'étape à laquelle on se trouve. On va ajuster le traitement en permanence, de manière à se retrouver toujours avec un traitement qui soit efficace, qui contrôle les symptômes. Il faut bien avoir en tête qu'un traitement de l'asthme équilibré doit ne générer aucun symptôme. C'est-à-dire que les patients qui ont un traitement bien équilibré ne doivent plus faire de symptômes avec leur asthme. Donc le traitement est ajusté pour ne pas entraîner d'effets indésirables, bien sûr, mais pour contrôler les symptômes. Et on voit ensuite quelle est la résultante de cet ajustement du traitement, s'il y a toujours des symptômes ou pas, s'il y a des effets indésirables qui apparaissent, si le patient est satisfait de manière globale. Et on recommence finalement, on réévalue, on ajuste le traitement. Donc c'est finalement un cercle sans fin, puisque la situation, elle va évoluer. On n'aura pas un traitement avec un dosage qui sera efficace à vie, mais en fonction des allergènes, par exemple, en fonction de l'observance du patient, d'autres pathologies éventuellement, la situation, elle va évoluer au cours du temps. C'est pourquoi il est nécessaire en permanence d'évaluer donc le contrôle de l'asthme, la présence de symptômes, la présence d'effets indésirables, et donc de réajuster en permanence le traitement. Des fois, on va l'augmenter, le traitement, augmenter la charge thérapeutique de manière à s'assurer que on contrôle les symptômes. Au contraire, des fois, on va le baisser parce qu'on considère que c'est quelque part trop efficace ou qu'on engendre trop d'effets indésirables et qu'on pourrait avoir la même efficacité avec des doses plus faibles. Donc voici l'escalade thérapeutique du traitement de fond de l'asthme. On voit qu'au départ, tout en bas, ce que l'on va privilégier, c'est plutôt un assainissement de l'environnement.
des mesures d'hygiène diététique, l'éducation du patient, éviter les allergènes par exemple. On commencera lorsque l'asthme est simplement intermittent, qui n'est pas permanent, par le traitement de crise simplement, c'est-à-dire des agonistes bêta-2 action rapide de type salbutamol. Et puis lorsque l'asthme est persistant, à ce moment-là, on va augmenter la charge thérapeutique, proposer dans un premier temps des corticoïdes par voie inhalée à faible dose. Lorsque ce n'est pas suffisant, on associera souvent un agoniste bêta-2 corticoïde, ou alors chez l'enfant, on préférera parfois augmenter la dose du corticoïde. Dans un second temps, lorsque ce n'est toujours pas suffisant, on passe au niveau 4, on associera une forte dose de corticoïde avec l'agoniste bêta-2. Et c'est au dernier stade où là on est parfois un peu démuni, lorsqu'on a une forte dose de corticoïde d'une part et l'agoniste bêta-2 qui est associé, où on va associer un traitement additif. Donc, par exemple, un anticorps comme l'omalizumab, le Xolair, ou l'anticholinergique, le tiotropium, le Spiriva qu'on évoquait tout à l'heure, ou un corticoïde par voie orale à faible dose. Donc, on est au niveau 5, qui est le niveau maximal du traitement de l'asthme. Évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, on évaluera le contrôle, si le patient utilise bien ses dispositifs, s'il prend régulièrement ses traitements, puisque un asthme peut être mal contrôlé, non pas parce que le traitement n'est pas assez efficace, mais parce que simplement le patient ne le prend pas assez régulièrement, et c'est souvent les raisons qui poussent à augmenter la charge thérapeutique, c'est que les patients ne sont pas suffisamment rigoureux dans l'observance de leur traitement. Pour le traitement de la BPCO, ici, on fait principalement appel à des bronchodilatateurs, à la fois d'action rapide pour les exacerbations, mais aussi à des bronchodilatateurs de longue durée d'action pour les traitements chroniques. Donc, au départ, on commencera par un bronchodilatateur, donc soit un agoniste bêta de longue durée d'action, soit un anticholinergique aussi longue durée d'action. Ça va dépendre si le patient a des problèmes respiratoires, principalement des dyspnées, ou s'il y a des exacerbations qui sont fréquentes. Globalement, si un seul n'est pas suffisant, bien souvent, il y aura association de deux bronchodilatateurs, donc et l'agoniste bêta-2 longue durée et l'anticholinergique. Dans certaines situations, on aura une triple thérapie, trithérapie, avec deux bronchodilatateurs auxquels on rajoutera à ce moment-là le corticoïde. Vous voyez que le corticoïde a une place qui est relativement limitée dans la BPCO par rapport à l'asthme, où c'est le traitement de référence, de première intention du traitement chronique, alors que là, on le réservera plutôt à des cas où on n'arrive pas à contrôler malgré une bithérapie par deux bronchodilatateurs. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas d'inflammation dans la BPCO, contrairement à l'asthme, et puis surtout, il y a un risque d'infection. Vous savez que les corticoïdes sont immunosuppresseurs en partie, et ça pourrait augmenter le risque d'infection chez le patient qui a une BPCO, dans la mesure où, évidemment, il est déjà aussi à risque infectieux. Alors, une fois qu'on a vu tous ces traitements, qu'on a vu quand est-ce qu'on les utilise, il faut partir du constat qu'il a été démontré de manière scientifique que au moins un patient sur deux ne prend pas son traitement. Donc, c'est quand même un problème. Qu'un patient sur deux dit justement je vais bien, mais ce n'est pas forcément les patients qui prennent leur traitement qui pensent qu'ils vont bien. Et que malgré tout, on a pu montrer que quasiment 3/4 des patients ne sont pas contrôlés. Une partie prennent quand même leur traitement, une partie disent qu'ils vont bien, mais plus ne sont pas contrôlés, du moins pourraient l'être davantage. Et donc l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est améliorer le contrôle de la maladie. Et pour ça, vous avez un rôle évidemment très important et qui passe par l'amélioration de l'éducation des patients. Cette éducation, notamment à la prise des médicaments et à l'observance thérapeutique pour la régularité des prises. Les objectifs pour accompagner les patients atteints de pathologies pulmonaires, que ce soit l'asthme ou la BPCO, ça va être de favoriser l'éviction des allergènes, par exemple, que le patient sache reconnaître les signes d'apparition de la crise pour savoir quand avoir recours à son traitement de crise. Généralement, ça, il le voit assez rapidement. Reconnaître aussi les signes de gravité, savoir quand est-ce qu'il faut prévenir des secours, qu'on voit la situation n'est plus sous contrôle, les risques de dégénérer, qu'il faut intervenir pour sécuriser le patient. Que le patient puisse s'autogérer selon les
les patients, on peut leur donner plus ou moins d'autonomie dans leur traitement et l'adaptation du traitement en fonction des symptômes. Par exemple, on a des patients qui font des programmes d'éducation thérapeutique et qui peuvent d'eux-mêmes augmenter la dose de corticoïdes lorsqu'ils voient que des crises sont plus récurrentes. Et évidemment aussi que les patients soient capables d'utiliser leurs dispositifs d'inhalation qui sont parfois un peu compliqués, il faut bien le reconnaître. Donc l'enjeu majeur, on l'a dit, c'est le contrôle de l'asthme. Et donc pour ça, il faut évaluer ce contrôle. Ce contrôle, il s'évalue par un questionnaire qui vous est présenté ici, qui s'appelle l'ACT. ACT, ça veut dire test de contrôle de l'asthme à l'envers en anglais. Et en fait, il comprend 5 questions qui permettent d'évaluer le contrôle au cours des 4 dernières semaines, donc au cours du mois qui a précédé. On va demander au patient s'il a eu, par exemple, des crises, c'est-à-dire s'il a été essoufflé au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence, plus d'une fois par jour, 1 fois par jour, 3 à 6 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine ou jamais, avec un nombre de points qui va être attribué à la fin. De même, est-ce qu'au cours des 4 dernières semaines, l'asthme a généré des activités au travail s'il travaille, à l'école s'il va à l'école ou à la fac s'il va à la fac. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des traitements de secours, par exemple de la ventoline, du Bricanyl? À quelle fréquence? Là aussi, selon la fréquence, on donne un nombre de points. On peut dire aussi comment a évolué l'asthme, comment le patient évalue l'asthme au cours des 4 dernières semaines. Est-ce qu'il n'est pas du tout contrôlé, très peu contrôlé, bien ou totalement? Donc, vous voyez qu'on a un nombre de points qui va être entre 5 points, le total, entre 5 points et 25, selon si le patient a répondu 1 point ou 5 points à chacune des questions. Et selon le score qui est obtenu, si on a entre 20 et 25 points au final, on considère que l'asthme est bien contrôlé. Si on a moins de 20 points, donc entre 15 et 19 points, c'est-à-dire que l'asthme est partiellement contrôlé, c'est-à-dire qu'il pourrait l'être davantage. Et si on est en dessous de 15 points, l'asthme n'est pas contrôlé. Donc il faut avoir au moins 20 pour définir que l'asthme est contrôlé. Vous voyez le questionnaire qui apparaît sur la gauche, qu'on remplit, donc le pharmacien peut faire remplir au patient et qu'on peut signer à la fin pour, par exemple, le confier au médecin, pourquoi pas, pour qu'il voit le résultat. Donc voilà une autre version du test qu'on peut utiliser, une version en ligne que vous voyez, le lien qui s'affiche, asthmacontroltest.com, donc on peut remplir automatiquement, le score se calcule. Il y a des plaquettes qui existent, qui sont distribuées par le CESFARM, comme celle-ci, et par l'association Asthme et Allergie. Il y a une version qui est adaptée aux enfants, où pour les enfants, il y a quelques questions qui sont posées à l'enfant directement. Donc il y a un système de smiley, vous voyez, pour que l'enfant réponde. Et il y a aussi des questions pour les parents. 4 questions pour l'enfant et 3 questions pour les parents. Donc là aussi, on a un score sur 25 à la fin. Et il faut avoir au moins 20, là encore, pour que l'asthme soit bien contrôlé. Alors, je vous ai mis cette planche de l'assurance maladie aussi qui avait, il y a quelques années, c'était déjà en 2010, donc finalement, c'était bien avant que des entretiens pour les patients asthmatiques se mettent en place, qui déjà proposait qu'à l'officine, on puisse évaluer le contrôle de l'asthme. C'est vraiment le facteur essentiel, puisque si l'asthme est bien contrôlé, c'est pas la peine d'aller plus loin. Finalement, le patient a un asthme contrôlé, c'est que tout va bien. Et donc, première étape, c'était contrôler l'asthme. Donc là, ils utilisaient des critères qui reviennent finalement à ceux qu'on a vus précédemment, à savoir s'il y a des symptômes la nuit, des symptômes le jour, si le patient fait des crises, a besoin de traitement de crise, par exemple. Donc aujourd'hui, on a des outils qui sont plus performants. Mais si l'asthme n'est pas contrôlé, à ce moment-là, que faire? C'est ce que l'on voit en haut. Non, c'est d'une part vérifier l'observance et d'autre part vérifier la bonne technique d'inhalation avec les dispositifs. Donc ça reprend ce que l'on vient de voir. Je vais passer. Et donc à l'époque, on pouvait ensuite remplir ce formulaire. On peut toujours le faire d'ailleurs aujourd'hui, pour informer le médecin finalement qui n'a pas forcément toujours le temps de demander au patient de montrer comment il utilise son appareil, de manière à dire au médecin est-ce que le patient est observant ou pas, et est-ce que le patient utilise bien le dispositif, puisque il se peut, on va en parler après, mais que le dispositif qui a été prescrit par le médecin ne soit pas adapté au patient. Parfois, il fait une coordination main-bouche, par exemple, et le patient, il n'est pas capable de faire ça.
Et donc, ce sera voilà, intéressant que le médecin soit informé de la capacité ou pas du patient à utiliser son dispositif pour peut-être changer le dispositif, hein, parce qu'il n'a pas conscience que le patient a des difficultés avec le dispositif qui lui a été prescrit. De même, si le patient n'est pas observant, c'est peut-être pas la peine d'aller augmenter la charge thérapeutique et mettre plus de molécules différentes, hein, une bi ou une trithérapie. Il faut peut-être simplement trouver le moyen que le patient prenne son médicament parce qu'il ne prendra pas plus un traitement qui sera surdosé ou qui aura plusieurs principes actifs. Donc là, vous voyez le panorama global des différents dispositifs qui existent, hein, en fonction de la classe, en fonction également de la posologie, hein, qui est utilisée. Certains s'utilisent à raison de une fois par jour, d'autres à raison de 2 fois par jour, et d'autres simplement à la demande lorsque le patient en a besoin. Ça permet d'avoir une vue globale, globalement, de l'usage des traitements. Alors, comment faire pour savoir si un patient prend bien son traitement, utilise bien le dispositif? Il n'y a qu'une solution, c'est de lui demander de vous montrer. Ça peut être lors d'un renouvellement, lors d'un entretien par exemple, hein, avec l'appareil du patient ou avec un placebo. En période de Covid, ce sera plutôt mieux de demander au patient de prendre son appareil à lui qu'un placebo. Mais il faut vraiment que le patient pratique devant vous. C'est la seule façon de voir, hein. C'est pas en lui disant comment il faut faire que vous saurez sûr qu'il fait vraiment comme il faut. Et de même, c'est pas en lui demandant s'il fait bien, il va vous dire oui parce que lui il pense peut-être bien faire. Donc il faut régulièrement lui demander, parce que c'est pas parce qu'on fait bien un jour qu'on fait bien toujours, et parfois on peut aussi prendre des mauvaises habitudes et oublier une étape, et évidemment ça peut poser problème. Alors les principales erreurs qui sont retrouvées, ça peut être d'une part que le patient inspire en partie par le nez, pas uniquement par la bouche. Donc finalement il ne va pas inspirer toute la dose, puisqu'il va aussi inspirer au niveau du nez. Donc on peut conseiller au patient à ce moment-là de se pincer le nez quand il utilise le dispositif. Une autre erreur, c'est lorsqu'on a un système poudre, on dit au patient qu'avant de l'utiliser, il faut vider ses poumons. C'est qu'il le vide dans le système poudre et qu'il ne pas vider ses poumons en dehors avant. Et donc qu'il ait expulsé finalement la poudre avant d'inspirer, alors qu'il ne reste plus grand-chose. Autre erreur qu'on peut retrouver, c'est justement que le patient n'est pas expiré avant d'inspirer. Et si les poumons ne sont pas bien vides, eh bien on va moins inspirer le médicament et moins profondément. De la même façon, on va retrouver chez quasiment la moitié des patients l'absence d'apnée, c'est-à-dire que le patient ne retient pas sa respiration environ 5 à 10 secondes après avoir inhalé, et donc le médicament ne sera pas assez longtemps en contact avec les récepteurs au niveau bronchique, puisque si le patient ressouffle tout de suite et vide ses poumons, le médicament ressort aussi. On retrouve d'autres erreurs, par exemple, on l'évoquait, mais avec les systèmes spray, une mauvaise coordination entre la main et les poumons, hein, ce qui fait que le patient ne va pas appuyer au moment où il inspire, donc il y aura ce décalage qui fera que ça va aussi poser problème. Dans ces cas-là, on peut proposer une sorte d'inhalation, par exemple, qui pourrait régler ce problème. Et une autre erreur aussi, c'est dans le système auto-déclenché, que le patient n'arme pas correctement, mais qu'il arme et qu'il inspire en même temps, par exemple, et que la dose ne soit pas suffisante à un moment où il inspire. Alors, il existe également, on peut les retrouver sur le site du CESFARM, des tableaux comme celui-ci qui permettent de repérer finalement les différentes étapes qui sont nécessaires pour utiliser le dispositif, de manière à vérifier que le patient respecte ces différentes étapes. Est-ce qu'il agite le spray avant, il le tient bien verticalement, il vide bien ses poumons avant, il l'utilise correctement, il retient sa respiration après, s'il faut il renouvelle ses poumons, si c'est un corticoïde, il se rince bien la bouche après, etc. Donc on peut noter comme ça, quand on demande au patient de nous montrer si chaque étape est bien acquise ou non, ce qui permet comme ça de voir quels sont les points à contrôler, d'avoir un suivi auprès du patient, et montrer aussi au prescripteur quelle est la difficulté, de manière à envisager peut-être le changement du dispositif si celui-ci ne convient pas au patient. Alors si on compare les différents dispositifs, sur quelques critères qui permettent de les comparer, notamment s'il y a besoin de coordonner la main avec les poumons, si on peut utiliser chez la personne âgée,
Si on peut ressentir la prise, hein, parfois il y a une difficulté, c'est que le patient ne ressent pas, notamment avec certaines poudres, où on peut ne pas ressentir la prise tellement la poudre est fine et ça n'a pas de goût particulier s'il n'y a pas eu d'édulcorants qui sont ajoutés à la préparation. Et également, un autre critère, si on peut utiliser le traitement en urgence. Donc, vous voyez qu'il y a les aérosols, donc il y a besoin de coordonner le système pour le prise, sauf s'il y a une sans inhalation, ça peut être une solution. Par contre, pour les autres systèmes, pas besoin de coordination. Donc, pour les patients qui arrivent à coordonner la main et leur respiration, aérosol, pourquoi pas. S'ils ne peuvent pas coordonner, il faudra un autre système. Chez la personne âgée ou chez l'enfant, on va éviter les aérosols qui sont trop compliqués, sauf avec une inhalation, le cas échéant. Par contre, on peut proposer un aérosol autodéclenché ou un nébulisateur ou un système poudre. Ça dépend des systèmes. Il faut vraiment voir avec le patient selon s'il y arrive ou pas. On ressent la prise avec l'aérosol. On ne la ressent pas avec la chambre, par contre, comme le médicament va être moins concentré. On ressent avec l'inhalateur à poudre uniquement s'il y a un édulcorant qui est disponible. On utilise en urgence généralement plutôt les aérosols, puisque les systèmes poudre, on va éviter quand même parce que on va avoir une action qui est plus longue, comme il faut que la poudre soit dissoute dans les liquides, dans le surfactant au niveau pulmonaire. On évite l'aérosol autodéclenché, puisque le principe, c'est que c'est l'inspiration qui déclenche la dose. Or, si le patient est en crise, il n'a peut-être pas un souffle suffisant pour inspirer la dose. Donc là, je vais passer, ça reprend, voilà, c'est des choses que vous retrouvez dans la formation, qu'on détaille plus en détail, qu'on détaille voilà, plus précisément, pardon, qui permettent de retrouver, selon le cas du patient, le système qui est le plus adéquat à sa situation. Pour évaluer l'observance des traitements asthmatiques, hein, on peut avoir ce questionnaire qui permet, avec 5 questions, 6 questions même, pardon, qui permet de définir quelle est l'observance. Au-delà de ce questionnaire, qui n'est pas toujours facile à remplir pour les patients, il y a quand même deux signes dans l'asthme qui ne trompent pas pour voir l'observance. C'est d'une part le rythme des délivrances du traitement de fond. Si le patient ne vient pas les chercher, c'est peut-être qu'il n'est pas très observant. Et c'est également la fréquence de renouvellement du traitement de crise. Hein, sachant qu'il y a 200 doses dans un flacon de Ventoline, si un patient prend tous les mois sa Ventoline, c'est que probablement il fait beaucoup de crises et que donc l'asthme n'est pas contrôlé et qu'il ne prend peut-être pas bien son traitement de fond. Donc c'est 2 critères que vous pouvez évaluer au comptoir régulièrement dès qu'un patient vient pour un renouvellement, voir s'il prend bien régulièrement le traitement de crise, bien tous les mois, et à quelle fréquence il renouvelle le traitement de fond, pardon, et à quelle fréquence il renouvelle le traitement de crise, qui vous permet de voir, parce que si un patient est bien contrôlé, il n'est plus censé faire de crise, quasiment plus. Donc, sa Ventoline, il ne doit la renouveler que quand elle est périmée quelque part, ce qui est évidemment rarement le cas. Alors, vous savez que des entretiens pharmaceutiques ont été mis en place pour les patients atteints d'asthme. Ces entretiens, donc, ils répondent notamment à un besoin de patients qui souvent sont un peu perdus avec leur traitement, ne comprennent pas quel est le traitement de fond, quel est le traitement de crise, comment il faut l'utiliser, à quelle fréquence, etc. Et donc, ces entretiens permettent de faire le point sur les principes du traitement, sur la manière de les utiliser, sur l'observance thérapeutique, les facteurs déclenchants, etc. Donc, vous en saurez plus dans la formation si vous la suivez, évidemment. Donc, ces entretiens, donc ils donnent droit à une rémunération que vous voyez ici. C'est 50 € la première année et 50 les années suivantes pour 3 entretiens la première année et pour 2 entretiens la deuxième année. Donc vous avez des outils qui vous aident et notamment ces plaquettes que vous pouvez proposer aux patients pour leur expliquer ce que sont les entretiens destinés aux patients asthmatiques. Voilà, j'ai voulu garder un petit peu de temps pour vos questions. On a un peu de temps, on va pouvoir répondre à vos différentes questions que je n'ai pas encore regardées et je ne vois pas de questions justement.
Alors, écoutez, n'hésitez pas hein, si vous en avez. J'ai gardé justement 10 minutes. J'ai accéléré un peu à la fin pour répondre à vos questions. J'espère que tout fonctionne bien, mais je pense que oui, a priori. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va conclure ce live. Hein. Je vais vous remercier déjà de vous être connectés, hein, malgré voilà, la période qui, on sait, un peu compliquée actuellement, un peu agitée. On espère tous que ça va se calmer un peu dans les semaines et les mois qui viennent. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation hein, si vous voulez en savoir plus. Hein. La formation elle dure environ 7 heures, donc on refait le tout en détail. On est passé très vite sur les traitements, sur la place qu'ils occupent, sur les entretiens. Dans la formation, on va aller plus en détail, en profondeur hein, pour vous expliquer. Et elle est ponctuée aussi, cette formation, de cas pratiques à partir d'ordonnances réelles hein, de patients soit asthmatiques, soit atteints de BPCO, avec des interactions parfois ou des interventions face à des problèmes particuliers pour voir comment on peut réagir. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez délivrer leur brevet d'inhalation à tous vos patients asthmatiques hein, qui se présentent dans vos officines de manière à ce qu'ils soient les mieux traités possibles. Toujours pas de questions? Eh bien écoutez, je vous remercie de votre participation. Peut-être à bientôt si vous inscrivez à la formation. Très bonne soirée à vous et au plaisir de vous retrouver à une prochaine occasion. Au revoir.